Bonsoir et bienvenue au Lundi des Res. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Gérard Néran, professeur émérite à l'Université de Toulouse, sociologue spécialiste de la famille. Pour discuter de son dernier ouvrage, Éthique de la pensée positive, Heureux à tout prix, disponible en librairie depuis le 19 septembre, nous serons accompagnés de Daniel Kuhn, psychologue clinicien, psychanalyste, et de Jean-Claude Cantel, lui aussi psychologue clinicien et professeur émérite à l'Université de Rennes 2. Un moment d'échange d'une dizaine de minutes est prévu à la fin de la rencontre. En attendant, merci de couper vos micros. C'est à vous, monsieur Jean. Alors, m- bonjour à tous. Je voudrais peut-être rappeler pour commencer d'où vient le désir d'écrire cet ouvrage en fait. Hein, il est parti d'un double constat. D'une part, la présence de plus en plus importante du marketing, du discours de la marchandise dans nos sociétés, de la publicité, aussi bien d'ailleurs dans l'espace public que dans l'espace privé. Jusqu'à provoquer chez moi une espèce d'effet de saturation devant cette représentation d'un monde qui est futile et complètement positivé, qui est en contradiction en fait avec la réalité de la vie sociale telle qu'on peut la percevoir par ailleurs. Et puis d'autre part, j'étudie depuis plusieurs années le soutien à la parentalité. Et donc, j'ai constaté le virage de ce soutien vers une sorte de marchandisation hein, qui passe par la prolifération des conseils aux parents sur les réseaux sociaux, la promotion des coachs parentaux qui mettent en avant les bienfaits d'une éducation positive et d'une parentalité positive qui, en devenant des marchandises, en ont peut-être oublié l'importance pour le développement optimal de l'enfant des interdits comme des sanctions éducatives. Donc c'est un discours, je crois, à double détente qui me semble extrêmement pernicieux, aussi bien pour l'éducation à la citoyenneté, qui est submergée en quelque sorte par les injonctions consuméristes, la production d'un sujet qu'on peut qualifier de néolibéral, que pour la formation des enfants, aussi bien que des adultes d'ailleurs, qui sont confrontés à l'heure de la tendance à la proximité fusionnelle des parents avec les bébés et même de plus en plus avec les enfants, à ces discours qui leur enjoignent de tout laisser faire à leur enfant, d'obéir à leurs moindres demandes et en définitive, profondément les insécuriser en même temps qu'eux-mêmes vont se retrouver épuisés et au bord du burn-out et de la dépression parentale, comme c'est le cas d'un certain nombre de parents. Donc, ce double constat m'a incité à travailler pendant 2 ans pour essayer de déconstruire ce discours, remonter à ses origines, dresser en quelque sorte une généalogie et montrer toutes les liaisons qu'il peut y avoir entre les différentes facettes de ce discours de la pensée positive. Donc je passe la parole à mes discutants. Donc, je vais prendre la parole, Jean-Claude Quintel. Euh, Bonjour à tous. Alors, je tiens d'abord à dire, avant de te poser des questions, que je suis vraiment reconnaissant à Gérard d'avoir réalisé, d'avoir produit cet ouvrage-là, parce que personnellement, mais comme toi, Gérard, surpris et puis fatigué vraiment de voir tous ces ouvrages sur les étagères là, des librairies traitant du développement personnel et de l'éducation positive en des termes, enfin, que je dirais moi simplistes, repris en plus par nombre de médias. Moi, j'avais besoin d'un ouvrage qui me permette de comprendre d'où venait cette envahissante et désespérante mode. Hein. Un ouvrage qui vraiment propose un réel recul sur ce mouvement. Il n'y en avait pas. Hein. Et ton livre, Gérard, répond à toutes mes attentes à cet égard et moi, il m'a pleinement satisfait. Bon, j'ai d'ailleurs fait, Gérard, tu le sais, une bonne publicité, mais je me suis aperçu que j'étais pas le seul, loin de là, à attendre un tel travail.
Donc, merci encore à toi. Alors, donc, je vais entamer les questions. Hein. La première demande, il y en aurait plein, mais Gérard, la première demande que je te ferai, c'est la suivante. C'est un peu le paradoxe de cette éducation libérale. Il n'est pas facile de critiquer l'éducation positive. Comment contester une pensée qui affirme qu'il faut être positif? C'est paradoxal. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler rapidement la conception qu'a cette pensée positive-là euh, concernant l'éducateur par rapport à l'enfant, hein, et dire, selon toi, en quoi cette éducation positive-là est nocive, enfin moi je le crois en tout cas, et tu le dis d'ailleurs, hein, du point de vue de la responsabilité qui incombe à l'éducateur. Alors merci Jean-Claude hein, pour tes remarques. Alors c'est vrai que dans sa version vulgarisée, la pensée positive, elle se présente comme une pensée qui veut du bien, hein, qui veut du bien à soi d'abord, hein. Vous pouvez vous rendre heureux par vous-même, c'est l'une de ses formulations, mais aussi qui veut du bien aux autres et notamment aux enfants. Vous pouvez les rendre heureux. Le problème, je crois, c'est elle s'appuie sur un double déni. D'abord, le déni de l'influence néfaste du monde extérieur, qui fait qu'il ne suffit pas de le vouloir pour être heureux, hein, c'est un déni du social en quelque sorte, hein. Et puis, un déni de la complexité de l'élaboration du sujet humain, hein, qui a besoin pour se construire de la présence d'un cadre et d'adultes qui soient responsables de ce cadre éducatif, parce que l'enfant n'a pas la maturité, tu le sais bien, qui est nécessaire pour s'éduquer lui-même. Ce que laissent croire bien des conseils positifs. Donc là, c'est le déni de la complexité de la psyché, en fait, et de la formation de celle-ci, qui nécessite de s'appuyer sur des adultes en responsabilité d'éducateurs. Donc on a l'impression qu'est squeezé en quelque sorte cette double influence du social et de la complexité du psychisme. Alors bien sûr, il convient d'être bienveillant avec les enfants, d'éviter toute violence, ça tout le monde est d'accord, mais ça n'implique pas de se passer d'interdits, voire de sanctions éducatives. Je vous renvoie au petit livre d'Éric Préra, La sanction en éducation, qui est tout à fait intéressant. Sinon, on aboutit à des enfants insécurisés et des parents épuisés, c'est-à-dire tout le contraire de ce on aurait voulu produire. Absolument. Alors Ouais. Daniel, est-ce que toi-même tu aurais une question? Mais oui, j'en ai beaucoup, plusieurs. Elles sont nombreuses. Je prends donc la suite avec deux ou trois mots d'introduction également. On va pas faire semblant de ne pas se connaître avec Gérard. Voilà pourquoi je vais tutoyer Gérard. Il n'y a pas de connivence, ceci dit. Il y a de la complicité sans doute, de la coopération assurément à plusieurs reprises, et y compris sur ces questions-là. Donc, merci de cette invitation et puis ce qui me donne aussi l'occasion de parler avec Jean-Claude Quintel. Ça, c'est bien. Les points de convergence de nos points de vue sont nombreux sur la parentalité, sur l'éducation des enfants, entre autres. Mais de fait, ton livre balaye, embrasse d'un coup d'un seul un éventail de perspectives bien plus large que la question des relations parents-enfants et d'éducation des enfants. J'y reviendrai dans la troisième question si j'ai l'opportunité de la poser. Les différents secteurs de réflexion, donc de sciences humaines en quelque sorte, qui sont traités, les points de vue qui sont pris, ils sont épistémologiques sur la question de la scientificité de, à laquelle prétend ce courant de pensée et ses applications. Ça sera ma première question, j'y reviendrai. Le deuxième plan, bien sûr, est sociologique. Voilà, enfin, ça c'est la moindre des choses. Il y a un phénomène social dont tu fais la généalogie
les conditions de possibilité d'apparition de cette histoire-là de pensée positive et son impact sur le lien social. Et puis psychologique, c'est-à-dire que, voire psychanalytique, puisque tu fais référence à la psychanalyse, à Freud, à l'inconscient freudien, qui nous embête bien, dis-tu, parce que cette pensée positive s'infiltre dans le plus intime de la vie des gens et rend de l'univers familial, donc de la formation du sujet, puisque les petits-enfants sont des sujets en formation, on vient de le rappeler, et renvoie à une certaine conception de l'humain qui se débarrasse, oui, de l'inconscient. Assurément, donc le psychanalyste que je suis j'y retrouve mes moutons, mes centres d'intérêt, en tout cas, et de préoccupation, de recherche, y compris dans les applications que ça peut avoir quand il s'agit de s'occuper des parents et de leurs enfants. Alors, la première question, oui, renvoie à, à cette histoire de scientificité. C'est une question épistémologique, je suis pas très à l'aise pour la traiter, c'est pas ma spécialité, c'est plus la spécialité de Jean-Claude, mais quand même, tu insistes beaucoup là-dessus et je trouve intéressant d'ouvrir le débat également là-dessus. En quoi, finalement, alors pourquoi est-ce qu'il y a une prétention à la science qui insiste à mains égards avec cette espèce de ritournelle, les études ont prouvé que, avec une référence à la science neurologique beaucoup également. Alors, c'est difficile à critiquer parce que tu fais la démonstration avec de multiples références que les études n'ont pas du tout montré que cette pensée positive et ses applications dans l'éducation étaient efficaces. Mais alors, à quelles études fais-tu référence? Qu'est-ce que ça serait une science qui prouverait une quelconque efficacité en matière d'éducation? Enfin, et elle a un champ de réflexion non seulement que tu ouvres, mais que tu fouilles avec, encore une fois, de multiples références sur lesquelles j'aimerais bien que tu reviennes pour nous tous, si tu veux bien. Alors, oui, merci de ta question, hein, qui est une des questions centrales du livre. C'est-à-dire que la caractéristique de ce mouvement qu'est la pensée positive, c'est d'avoir voulu d'emblée articuler une croyance de forme religieuse, hein, dans la possibilité d'un bonheur auto-réalisé en quelque sorte, hein, avec une volonté de démonstration de type scientifique. Lorsque dans les années 50, Norman Peale, le pasteur, formalise cette pensée, il indique qu'il voulait au départ intituler son livre La puissance de la foi, mais que ne voulant pas se limiter aux seuls croyants, il a opté pour la puissance de la pensée positive. C'est intéressant. Mmh. Lorsque près de 40 ans après, Martin Seligman crée la psychologie positive, à la fin des années 90, il veut donner ses lettres de noblesse scientifique à ce qu'il considère comme une branche de la psychologie, mais il ne peut s'empêcher de dire, je le cite, je n'ai pas choisi la psychologie positive, c'est elle qui m'a appelé, exactement comme le buisson ardent appela Moïse. Je trouve que c'est assez révélateur quand même du positionnement ambigu de cette pensée positive à l'intersection du religieux et du scientifique. Mais le type de scientificité dont se réclame Peale, puis Seligman, renvoie à une démarche qui est propre aux sciences de la nature, c'est-à-dire la démarche expérimentale, qui n'est pas adéquate à celle des sciences humaines. La caractéristique des sciences humaines, c'est qu'elles ne peuvent pas reproduire en laboratoire l'effet humain. Et donc, elles ont dû formaliser leur propre méthodologie. Donc, vouloir fonctionner sur le modèle de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, hein, la démonstration par la preuve médicale, c'est pas pertinent. Je crois qu'il y a tout un ensemble de chercheurs qui l'ont montré. Alors, je vais en citer deux ou trois, mais il y en a tellement. Notamment Xavier Briffaut, hein, dans son livre Santé mentale, santé publique, qui déconstruit effectivement ce discours inadapté aux sciences humaines. Du point de vue des psychologues, Michel Ancenne, La face cachée de la psychologie positive, qui est paru il n'y a pas très longtemps, et bien sûr, du point de vue sociologique, Edgar Cabanas et Eva Illouz dans Apicratie, hein, qui a été un succès de librairie.
Mais en même temps, bon, il y a beaucoup d'autres auteurs, hein. J'ai énormément de références dans mon livre qui est très documenté parce que je voulais que ce soit une contradiction qui soit sérieuse et construite. Donc il y a près de 40 pages de bibliographie, hein. Donc, mais en même temps, de nombreux neuroscientifiques sont dans ce rappel, hein. Ils indiquent que les résultats des neurosciences ne permettent pas d'inférer de neurosciences quoi que ce soit pour les sciences humaines et a fortiori pour l'éducation. Par exemple, je pense à Paolo Legrenzi et Carlo Umilta dans leur livre Neuromania sur les limites de la science du cerveau, qui est paru en 2011. Et puis très récemment, en même temps que mon livre, paraît un livre d'Albert Mukaibert qui s'intitule aussi Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, donc qui est paru il y a un peu moins de 2 mois. Ou bien Elena Pasqualini et son analyse des neuromythes en éducation. Donc il y a tout un ensemble de scientifiques, justement, hein, qui reconnaissent que le développement de leur science n'est pas adéquat pour légitimer les prétentions d'une éducation positive ou d'une parentalité positive. Et je crois que c'était important de le rappeler et de le montrer. Donc, d'une certaine façon, la pensée positive, elle délégitime par a priori une grande partie des savoirs accumulés par les sciences humaines, qu'il s'agisse de savoirs cliniques, notamment tout ce qu'a apporté la clinique psychodynamique, dans la psychanalyse, bien sûr, en postulant une origine biologique des troubles mentaux, vaste sujet donc sur lequel je ne vais pas développer, mais mettant en contradiction aussi bien les savoirs sociologiques que ceux des sciences de l'éducation. Donc finalement, c'est un discours qui est, je trouve, contre-productif par rapport aux objectifs qui se donnent au départ. Je n'irai pas plus loin, hein, parce que sur cette question, évidemment, je pourrais en parler pendant 1 heure sans problème, mais c'est vrai que mon livre contient 5 parties. Une première sur en quoi la publicité, le discours de la marchandise est en quelque sorte l'idéal type du discours positiviste. Puis, en quoi la pensée positive s'articule avec la pensée néolibérale, et notamment à partir des années 70 et du choc pétrolier qui fait que l'on sort des 30 glorieuses. Et puis après, l'analyse de l'apparition de la psychologie positive, et puis ses conséquences sur l'éducation, et enfin la parentalité positive. Donc 5 parties qui sont liées les unes avec les autres et qui s'enchaînent d'une façon, je dirais, logique dans une perspective historique, puisqu'en fait, effectivement, ça reprend en fait toute l'histoire du dernier siècle en ce qui concerne les façons de voir l'être humain, quoi. Euh, oui, Gérard, la force de ton livre, c'est quand même de proposer un historique, enfin, je dirais complet, hein, puisque la question que beaucoup se posaient, moi le premier, c'était mais d'où ça nous vient ce machin-là, quoi, avec cette force-là, et comment c'est possible, comment ça s'est structuré, quoi, hein. Mais tu l'as évoqué là, tu as surtout montré l'importance du politique, hein, et les connivences avec tout le mouvement néolibéral. Tu montres l'implication croissante par ailleurs du politique dans la diffusion de cette pensée positive-là, et notamment donc, hein, une question qui intéresse aussi bien Daniel, évidemment, c'est la parentalité positive que tu évoquais tout de suite. Est-ce que tu peux en dire un peu plus un mot, parce que c'est pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te lire, parce que pas encore la chance de te lire éventuellement, et qui te liront, mais c'est quand même assez surprenant de voir comment les politiques au plus haut niveau, hein, je pense au niveau européen, se sont impliqués dans cette affaire-là. Je crois que ça vaut le coup que tu nous en dises un mot, Gérard. C'est vrai. Et
Je dirais que la réponse, elle est à double détente, hein. Ce n'est pas pour rien que, si tu veux, le livre, il débute, hein, dans l'introduction, par Au bonheur des dames, le titre de l'ouvrage d'Émile Zola, qui est en fait un ouvrage qui nous parle de l'introduction dans le fonctionnement social et dans le fonctionnement économique de la consommation de masse, hein, telle qu'elle est présentée dans les grands magasins à la fin du 19e siècle. Et le livre de Zola sur la question est passionnant. Donc, c'est les prémices de la pensée positive. C'est la façon dont, finalement, le capitalisme va devenir un capitalisme de consommation de masse et va devoir s'accompagner d'un discours et d'une idéologie qui valorise cette façon de faire et qui valorise le plaisir et pris dans la consommation des objets. Donc globalement, nos sociétés à l'heure actuelle, et notamment depuis la deuxième moitié du XXe siècle, elles sont gérées par une politique néolibérale qui est basée sur l'importance de l'économie de marché et la consommation de masse. La pensée positive, elle constitue en quelque sorte, je dirais, l'idéologie de justification de cette gestion consumériste qui est centrée sur l'individu. Donc on propose à l'individu de se réaliser le fait qu'il a en lui les moyens d'accéder au bonheur, mais surtout par le biais d'un rapport consumériste au monde qui l'entoure. Donc un bonheur qui dépendrait en quelque sorte de son adhésion au système. Donc ça, c'est la réponse générale, hein, l'approche globale. Plus concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Le politique, c'est vrai qu'il est sensible à l'importance de l'éducation pour produire des citoyens qui soient gérables et éviter un certain nombre de problèmes sociaux. C'est d'une certaine façon comme ça que le politique s'intéresse à l'éducation, hein. On n'arrête pas de lui dire que finalement, si on éduquait bien les enfants, ça éviterait un certain nombre de problèmes, qu'il s'agisse d'incivilité, de délinquance ou d'autre chose. Mais je crois qu'il ne choisit pas toujours la bonne méthode pour répondre à cet objectif. Ainsi, en 2006, paraît un rapport du Conseil de l'Europe qui Ah, s'intitule La parentalité positive dans l'Europe contemporaine. Donc c'est quand même étonnant qu'un rapport officiel prend cette expression de parentalité positive dans le titre même de son rapport. Il sera d'ailleurs critiqué pour cela et lorsque le livre paraît l'année suivante, il a changé de titre, hein. C'est la parentalité dans l'Europe contemporaine, une approche positive. Donc la notion de parentalité positive est quand même un peu remise en question, ne serait-ce que dans la formulation de la deuxième formulation lors de la publication de rapport. Mais qu'est-ce qu'il avance ce rapport? En fait, il formalise trois normes éducatives. La bienveillance, alors on me dirait c'est pas nouveau d'être bienveillant à l'égard des enfants, notamment depuis Spitz, Bowlby, Dolto. Bon, on a suffisamment répété l'importance d'avoir une attitude bienveillante à l'égard des enfants. Donc, c'est pas la parentalité positive qui introduit la notion de bienveillance à l'égard de l'enfant. Elle lui est bien antérieure. L'absence de violence éducative ordinaire, et là, évidemment, c'est reconnu désormais, donc il n'est pas question de le critiquer. Bien sûr que les violences éducatives qu'il y avait dans la première moitié du XXe siècle ont été remises en question, et c'est une bonne chose. Et puis, troisième dimension, troisième norme éducative que met en avant le rapport du Conseil de l'Europe, c'est l'importance de la présence d'interdits qui donnent des limites à l'enfant. Le problème, c'est que cette troisième dimension, elle va être rapidement abandonnée par la plupart des discours de la parentalité positive, qui vont proposer aux parents de les aider à donner une éducation sans interdit ni sanction, en s'appuyant sur des coachs parentaux, hein, qui sont rémunérés pour cela, en harmonie avec le discours consumériste de notre société de consommation. Donc ça va être tout à fait contre-productif. Parce qu'en fait, ça va produire des enfants insécurisés, hein, qui ne savent pas dans quelles limites ils doivent se tenir, qui vont devenir intenables, et des parents épuisés,
dont beaucoup se retrouvent en burn-out, hein. Des collègues sociologues et psychologues belges ont mis en évidence que le burn-out parental, qui était de l'ordre, l'incidence était de l'ordre de 1% en 2000, aujourd'hui, elle approche les 10%. Et c'est l'effet de la diffusion de cette façon de voir les choses qui apparaît extrêmement critiquable. Et c'est pas du tout, je crois, une position de droite de dire que les interdits sont nécessaires à l'éducation des enfants. Hein, parce que, évidemment, on pourrait dire oui, mais alors on va revenir à la version antérieure du père Fouettard. C'est pas du tout ça. Hein. Effectivement, on reconnaît que la bienveillance à l'égard de l'enfant est fondamentale, que les violences éducatives doivent être proscrites, mais ça ne veut pas dire que les interdits ne sont pas nécessaires dans certains cas, voire les sanctions qui peuvent avoir une dimension éducative et non pas du tout, ne répondent pas du tout à la volonté d'humilier l'enfant, ou elles veulent produire une frustration qui soit bénéfique à l'enfant, qui lui permette de se situer dans un cadre et de se développer de façon harmonieuse. Un cadre sécurisant. Exactement. Daniel. Oui, je voudrais, on avance un petit peu en spirale. Euh, ça déplaira pas à RS. Le, le, le deuxième point auquel je pensais, mais alors, après avoir fait un petit détour par le politique, bon, je voudrais t'inviter, si tu le veux bien, Gérard, à revenir à cette question du religieux. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, cette question-là m'intéresse pour à différents plans, mais effectivement, avant même d'avoir été fouillé au plus profond de ton livre, j'avais l'idée comme ça qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un rapport, enfin que finalement cette scientificité masquait quelque chose de l'ordre d'une croyance. Tout à fait. Alors, c'est peut-être le propre de toute idéologie. Là, le sociologue que tu es en parlera bien sûr que moi, mais le terme de croyance revient à plusieurs reprises d'ailleurs dans ton livre. Alors, euh, d'une part, enfin, la crédulité sans doute d'un côté, enfin, des adeptes, des parents. J'y reviendrai dans ma troisième question si j'ai le temps. Et puis, le prosélytisme d'un autre, des promoteurs de la pensée positive, y compris dans leur déclinaison très technocratique des coachs dont tu parlais, enfin, de croyance et prosélytisme. Voilà. Alors c'est vrai que quand, en réfléchissant dans ce sens-là, j'ai été le psychanalyste que je suis a forcément été tenté de faire des liens, c'est presque une interprétation d'ailleurs, avec le Freud de l'avenir d'une illusion et du malaise dans la civilisation. C'est-à-dire que, enfin, aurions-nous, alors une question peut-être un peu plus vaste, mais euh, enfin, pour le dire autrement, ce courant-là de la pensée positive ne serait-il pas un symptôme social, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui viendrait révéler un besoin de croyance, c'est-à-dire quelque chose à quoi se raccrocher, à quel sein se vouer quand justement il y a plus tout à fait, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant Dieu. Hein. Le phénomène religieux, en toute chose, a été bien analysé comme quelque chose qui a une fonction d'agréger, de réunir, de relier, de faire espérer, enfin, de promettre. Alors un bonheur sur terre, là en l'occurrence, plutôt qu'après, de donner une direction de sens là où nous en manquons. Alors, alors si la science échoue à nous donner une vérité sur comment éduquer un enfant, par exemple, voilà, comment bien éduquer un enfant, eh bien, il n'est pas impossible finalement que des mouvements comme cela, comme le courant de la pensée positive, viennent en lieu et place, voilà, viennent en lieu et place d'une sorte ça va peut-être loin d'aller jusque-là, mais d'une néo-religion, quoi. Enfin, je sais pas. Ça t'inspire quelque chose que je te dis? Ouais, c'est vrai que à l'heure de la critique contemporaine, avec des grandes idéologies qui ont Ouais. pu
agité le monde et qui continue parfois à l'agiter. Euh, L'individu contemporain, il est dans une situation d'incertitude, hein. La caractéristique je crois, de la société néolibérale d'aujourd'hui, c'est la montée des incertitudes, comme aurait dit Robert Castel, et la montée des paradoxes aussi, parce qu'en fait, les évolutions ont été tellement rapides et tellement profondes que ça produit des contradictions manifestes dans le fonctionnement social et un certain nombre de paradoxes. Et donc, finalement, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. C'est intéressant de voir que il y a un double système de légitimation dans la société en général. Le système de légitimation antérieur, c'était la religion. Elle a, en tant que telle, été quand même très largement remise en question, notamment en France, hein, parce que c'est pas le cas aux États-Unis, où qui est vraiment le pays où la pensée positive a trouvé son développement et ensuite s'est diffusée dans l'ensemble du monde occidental. Donc, effectivement, on a ce principe de légitimité de la société qui était la religion, qui est relayé par un nouveau principe de légitimité contemporain dans les sociétés d'aujourd'hui, qui est la science. Et donc, on va se retrouver dans un discours qui essaye d'harmoniser les deux. C'est-à-dire qu'un discours qui met en avant une croyance, cette croyance que l'individu possède en lui tous les moyens pour être heureux, en contradiction avec la réalité du monde social quand même, hein. C'est un déni des guerres, c'est un et en contradiction aussi avec la complexité de la psyché, qui est contradictoire, qui est effectivement divisée, hein. Et ça, les cliniciens le montrent de façon extrêmement importante. Donc on est dans une espèce de fonction de la croyance qui est de redonner une réassurance à des individus contemporains qui se sentent perdus, hein, qui sont dans l'incertitude. Vraiment, le terme d'incertitude me semble caractériser tout à fait la période contemporaine, avec en plus ce nouvel acteur auquel se raccrocher pour justement mettre en avant la croyance qui est l'enfant. L'enfant imaginaire, hein, l'enfant tel que on le valorise comme étant le lieu de tous les possibles, hein, puisque c'est un être en formation. Et donc on va non seulement le sacraliser, mais porter toute son attention sur lui, hein. C'est tout à fait caractéristique de l'évolution de la société du XXe siècle, où l'intérêt sur l'enfant va venir croître de plus en plus important tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc on est dans cette espèce de logique qui met en avant l'enfant comme étant la possibilité d'un avenir meilleur. Euh, et qui donc s'appuie sur la croyance à l'enfant en essayant de légitimer cette croyance par des approches qui viennent lui donner une grande importance, mais qui, du point de vue des savoirs des sciences humaines et sociales, sont des approches qui sont extrêmement problématiques. Parce qu'en fait, elles s'appuient sur le comportementalisme, elles s'appuient sur un détournement des neurosciences pour donner une pseudo-scientificité à leurs propos, alors que leurs propos sont, de mon point de vue, d'une grande naïveté, aussi bien en ce qui concerne l'évolution de l'enfant que de la conception de l'être humain et des rapports sociaux qui le modèlent en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Oui, oui, ça fait une question penser. très, très riche et complexe, hein. D'une grande naïveté, tu disais, Gérard. C'est vrai que en te lisant, alors d'abord, moi, j'ai trouvé, enfin, c'est extraordinaire. Tu as une bibliographie énorme. Alors là, on peut pas.
on peut pas te critiquer. Tu as lu quasiment tout ce qui se dit en la matière. C'est formidable. Moi, je me disais que, mais pour moi, ça aurait été une souffrance, un machin comme ça, parce que Ça a été par moments, hein. Par moments, j'étais profondément ennuyé par ce que je lisais, mais je me disais, il faut quand même que je le comprenne pour pouvoir le déconstruire. mais oui, absolument, je comprends, mais parce que en même temps, enfin, tu le disais, moi je le crois aussi très fortement, et c'est ça qui surprend, quoi. C'est d'une naïveté absolument phénoménale. Je dirais d'une pauvreté théorique aussi, et du coup pratique aussi, hein. Bon, tu parlais de l'enfant là comme valeur suprême. Enfin, non, il y a une théorie qui disait comme ça, hein, que l'enfance était devenue une valeur suprême dans nos sociétés, hein. Bon, c'est vrai. Mais je reviens sur la question, moi, de l'éducateur. Je vais te la poser dans un champ précis. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut accompagner l'enfant. Il faut l'accompagner, mais au sens où, en quelque sorte, on serait à côté, hein. Donc, enfin, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était la question de la responsabilité, hein. La question de la responsabilité, être à côté de l'enfant accompagné, c'est très à la mode aujourd'hui de parler d'accompagnement. Ça peut avoir un sens tout à fait intéressant, hein, dans le travail social, par exemple. Bon, ok, il n'empêche que, surtout concernant l'enfant, le rôle du parent et le rôle de l'éducateur de manière générale, c'est un rôle de responsabilité, c'est une prise de responsabilité, hein. Alors là, notamment, tu montres l'impact de cette idéologie-là, parce que c'est une idéologie, hein. Tu montres notamment l'impact sur l'école, hein. Est-ce que tu pourrais, pour tous ceux qui sont là, qui nous écoutent aussi aujourd'hui, là, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? Parce que je trouve que tu le fais d'une manière. Bon, d'autres partagent, hein, cette analyse-là, effectivement, mais toi, tu le fais d'une manière très précise. Est-ce que tu pourrais un peu résumer un peu j'allais dire les dégâts que c'est que cette conception-là de l'éducation positive et de la parentalité positive occasionne à l'école, pour l'école? En quoi c'est un problème pour notre école aujourd'hui? En fait, les enfants qui sont élevés dans leur prime enfance, hein, dans cette perspective qu'ils sont capables de s'élever tout seuls, qu'il suffit de les accompagner sans leur interdire quoi que ce soit, mais en leur expliquant des choses qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la maturité nécessaire pour véritablement les comprendre. Mais on est dans cette logique-là. Ben, les enfants, ce type d'enfants-là, lorsqu'ils arrivent à l'école, ça rend le travail de bien des enseignants quasi impossible. Parce que pour les enseignants, un cadre qui permet de travailler collectivement est absolument nécessaire. Et ces enfants-là, ils ne peuvent pas s'y plier. Alors même que bien souvent, les parents ne font qu'abonder dans leur sens. Donc les enseignants se retrouvent face à des enfants qui n'arrivent pas à rentrer dans un cadre collectif et avec des parents qui ne les écoutent pas. Donc beaucoup d'enseignants finissent par se retrouver épuisés, dépressifs. Et on constate à l'heure actuelle que de plus en plus d'enseignants abandonnent le métier. En même temps, il y a une crise du recrutement de l'enseignement, euh, alors qu'en parallèle, beaucoup d'enfants manifestent une allergie à l'école, parce qu'en fait, la façon dont ils sont éduqués ou socialisés ou accompagnés dans leur famille lorsqu'ils sont tout petits ne leur permet pas d'investir un cadre collectif avec les règles que cela suppose. Et donc, ces enfants, notamment des couches moyennes, hein, un nombre croissant manifeste une allergie à l'école, je dirais, si ce n'est à la société en général, parce qu'en fait, la société, pour pouvoir s'y situer, il faut un minimum de rapport aux règles. Et donc, si les règles n'ont pas été intériorisées dans la prime enfance, au sein de la famille, le positionnement de l'enfant dans l'école puis dans la société va devenir de plus en plus problématique. Donc, évidemment, je ne développe pas, hein, c'est un des 5 chapitres que j'ai développé dans le livre.
Mais effectivement, ben, cette éducation, elle suppose déjà une grande, un grand investissement des parents, et notamment de la mère, hein. Et donc bien souvent, les parents qui essayent de suivre cette éducation positive dans sa version la plus extrême, je dirais, hein. L'enfant peut s'élever tout seul, en quelque sorte. Eh ben, la mère doit, au moins pour un temps, ne plus travailler à l'extérieur, puisqu'en fait, ça suppose de suivre l'enfant de façon continue sur l'ensemble de la journée. Et l'on retrouve de plus en plus de ces mères arrivées à un certain moment en burn-out. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à assurer par rapport à ces enfants euh, pour lesquels on a voulu, je ne sais pas comment le dire, mais réaliser un espèce de fantasme fusionnel qui est assez caractéristique des parents contemporains. Aujourd'hui, les parents, la mère, mais aussi le père, ont une proximité à l'enfant qui n'a jamais été aussi importante, et notamment au bébé et sont de plus en plus, ou bien souvent, dans une position quasi fusionnelle avec l'enfant, qui rend extrêmement problématique le fait d'édicter des interdits. Beaucoup de parents vous disent aujourd'hui, euh, je n'arrive pas à lui interdire quelque chose, j'ai peur qu'il ne m'aime plus. C'est tout à fait caractéristique des propos des parents contemporains. Et c'est extrêmement révélateur de ce problème que vient, que le discours de la parentalité positive ou de l'éducation positive vient exacerber en quelque sorte, hein. Alors bien sûr, il y a des tenants de l'éducation positive qui sont moins extrêmes, hein, comme Dumontet et le Crémer par exemple, mais un certain nombre des représentants de cette éducation positive et cette parentalité positive ont versé dans cette dérive extrêmement problématique euh, qui, euh, qui pose question à l'ensemble de la société à l'heure actuelle et qui risque d'être de plus en plus problématique si on n'arrive pas à redresser la barre en quelque sorte. Mais si tu permets, Daniel, Gérard, tu montres bien aussi, là, tu l'as pas dit, tu peux pas tout dire, mais comment concrètement les choses deviennent difficiles, notamment pour les professeurs des écoles en primaire, on n'est pas qu'en primaire, mais comment ils sont, j'allais dire, coincés entre une demande des parents des milieux, disons, les plus favorisés, qui adhèrent enfin, qui adhèrent à cette éducation positive-là et vise à faire que ben, l'école promeut ce type d'éducation, hein, ce qui ne va pas quand même dans le sens de, de la, enfin, de la conception que les maîtres d'école ont de leur travail. Et puis de l'autre côté, hein, tu l'évoques très bien aussi, comment donc ces mêmes professeurs des écoles là se trouvent en difficulté parce que les parents des milieux, disons, défavorisés, eux, eh bien, d'une part, perdent leurs repères et sont plus du tout dans le coup par rapport à ça, hein. Et donc, ça donne des choses quand même que tu as développées qui sont particulièrement intéressantes. Ben oui, bien sûr, parce que les parents des milieux populaires et notamment les plus précarisés se sentent délégitimés dans leur façon d'éduquer leurs enfants, puisque les discours contemporains l'ont remis en question, et notamment les parents d'origine étrangère et demandent aux enseignants, en fait, de réaliser cette éducation de leur enfant conforme à ce que voudrait la société. Donc, les enseignants sont pris entre deux feux, en quelque sorte, dans le primaire ou à la maternelle. Il y a des parents qui leur demandent d'éduquer leurs enfants et d'autres parents qui leur disent, c'est pas à vous d'éduquer nos enfants, c'est à nous. Et ils sont pris dans cette contradiction extrêmement violente pour eux et beaucoup d'enseignants ont du mal avec ça.
Comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre craquent, hein, et de plus en plus. Et c'est quand même extrêmement problématique parce que si l'éducation scolaire en arrive à être désinvestie par les possibles enseignants, hein, comme on le constate aujourd'hui, avec de moins en moins de candidats à la profession d'enseignant, d'ailleurs comme d'éducateurs, voire de soignants, hein, c'est pas inintéressant et c'est pas illogique que dans la société néolibérale telle qu'on la connaît, les professions du soin, de l'éducation et du social soient progressivement désinvesties. Et c'est extrêmement problématique. Et donc, c'est une des motivations qui fait que j'ai voulu réaliser ce travail de déconstruction. Je me suis dit, je vais apporter ma pierre pour essayer de contrer une évolution qui me semble extrêmement problématique pour l'ensemble de la société et des citoyens qui la composent. Avons-nous le temps pour une autre question, Monsieur Laroche? Oui, oui. Bien sûr, enfin, comment disais-tu, dans cette montée-là des incertitudes, les parents et leur désarroi actuel sont des proies faciles. Euh, et il y a, enfin, je trouvais ça passionnant depuis longtemps, mais là, ça se concrétise dans ce livre-là, ce que tu fais, Gérard, quand tu réussis à combiner, à tricoter cette interpénétration des espaces psychiques des espaces sociaux. Alors bon, ça renvoie à cette fameuse intersection des plantes, ça c'est Jean-Claude qui pourrait mieux en parler que moi sur la complexité des phénomènes humains. La, la, l'impact de ce courant de pensée, enfin, il y a il véhicule une certaine conception du monde. Je le dire avec mes mots, enfin, mais et toi tu le dis avec les tiens. L'homme néolibéral, l'être humain néolibéral, voire l'homme neuronal, ça réduit quand même. Et je trouve que la démonstration est intéressante en ce qu'elle peut faire peur, mais il est important d'en avoir conscience. Ça réduit à la simplicité de la conscience, justement. C'est-à-dire ce que les philosophes appelaient la conscience claire, la volonté consciente, c'est-à-dire d'un sujet qui n'est pas divisé, c'est-à-dire d'un sujet qui échapperait à cette complexité, mais une complexité à laquelle tu fais référence, qui est une conflictualité, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être positif. Et cette négation, ce déni, a un impact dans la manière dont les parents pensent leur existence, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que parents, et bien sûr dans la manière dont les futures personnes que sont les enfants sont formées. Ça soulève des questions graves quand même. Enfin, on peut le dire avec le sourire et ne nous en privons pas, mais quand même, c'est sérieux. Les troubles, ils sont conséquents à ce qu'on pourrait appeler le narcissisme blessé, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui s'épuisent à essayer de faire quelque chose qu'il est impossible de faire, c'est-à-dire être heureux quand même. Et il y a cet idéalisme-là dans lequel nous, collectivement et individuellement, nous pouvons nous piéger. Alors, d'un côté, narcissisme blessé, d'un côté, l'effondrement psychique, oui, bien sûr, mais de l'autre côté, la violence, le passage à l'acte violent, comme manière de se sortir d'une situation impossible. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... voilà ma question, mais on n'aura pas le temps de la traiter. Il faudra lire le livre. Qu'est-ce que ce serait qu'une alternative à cet idéalisme-là? C'est-à-dire, l'idéalisme, c'est il suffit de vouloir quelque chose pour l'obtenir et alors on est heureux. Hein, c'est ça la naïveté du machin. C'est-à-dire, il suffit. Et on voit bien que si puisque je le désire, je vais l'avoir. On voit bien l'impact du consumérisme là
qui s'infiltre dans la subjectivité, avec les pièges, bien sûr, que sur le plan du désir, voilà, et de la satisfaction du désir, ça entraîne. Mais qu'est-ce qu'on pourrait opposer à ça? Une alternative qui serait une éducation ni positive ni négative quand même, parce qu'il ne faut pas désespérer les parents. Alors même qu'on sait que la famille n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il n'est pas facile d'être parent, etc., etc. Alors, il ne s'agit de pas désespérer les parents, et en même temps, il s'agit de ne pas les nourrir d'illusions qui sont extrêmement Exactement. contre-productives d'une part et piégeantes d'autre part. Exactement. Moi, je trouve que vraiment ce qui est caractéristique de cette conception du monde, c'est résumé dans l'idéologie nord-américaine du self-made man, hein, l'homme qui s'est construit lui-même. Non, l'homme, il ne se construit pas lui-même. L'homme, il est construit à la fois par les influences sociales qui le surdéterminent et par la complexité de son développement psychique et qui renvoie à l'importance des acteurs de son entourage. Donc, c'est une idéologie problématique qui nie le caractère divisé du sujet, qui nie l'importance de l'inconscient, qui dénie le conflictuel en fait dans la vie psychique et sociale, et qui effectivement euh, aboutit et contre-productive en fait. C'est-à-dire que si on la suit vraiment jusqu'au bout, on va avoir des comportements qui sont justement ceux que l'on voulait éviter d'avoir. C'est-à-dire qu'on va devenir violent avec ses enfants, on va crier sur eux, violent avec les personnes de son environnement parce que on aura passé les limites et on sera rentré dans un processus de passage à l'acte. Donc, quelle peut être l'alternative à la pensée positive? Ben, effectivement, penser les choses autrement, ça demande de sortir de cette façon simpliste de voir euh, l'être humain et son développement, c'est-à-dire, comme le suggère par exemple Edgar Morin, reconnaître la pensée complexe, hein, qui est tout le contraire d'une pensée positive simpliste. C'est-à-dire que le monde est complexe et pour le comprendre, il faut développer une pensée complexe et non pas une je ne saurais pas comment le qualifier, mais une vision du monde qui est illusoire et qui essaye euh, je sais pas, de répondre à justement ce en quoi l'être humain, c'est un être divisé et c'est un être conflictuel. Et pour reprendre ce que tu disais tout à fait au début de cette question, hein, sur l'interpénétration des espaces psychiques et sociaux, moi, tu sais que j'y suis particulièrement sensible du fait, effectivement, que j'ai commencé par être formé comme psychologue, clinicien, puis j'ai dérivé vers la sociologie. Et donc, finalement, ça m'a amené à traiter des sujets qui sont à l'intersection entre les deux domaines du psychique et du social. Et c'est tout à fait le cas de cette pensée positive. Et d'une certaine façon, quand en moi, alors que j'étais à la retraite, j'étais censé être dans une perspective plus calme, euh, c'est c'est construit cette idée que finalement je pourrais faire ce travail. C'était une réponse à, euh, à ce qui me semble insupportable dans la société contemporaine. Et avec l'élection de Donald Trump, la réélection, je pense que l'insupportable continue à l'être. Et une anecdote, hein, quand même, je voudrais rappeler que euh, euh, le pasteur Norman Peale, hein, qui a formalisé la pensée positive, il a marié Donald Trump avec sa première femme. Donc je termine sur un clin d'œil. Donc, tu vas continuer à écrire. Voilà. Si nous avons, enfin, si vous avez des questions à poser, on a encore le temps de prendre une ou deux questions. N'hésitez pas à prendre la parole en levant la main. On vous ouvrira le micro.
Alors, c'est des questions qui peuvent être rédigées aussi. Il y a Philippe Heureux qui souhaiterait prendre la parole, donc vous Oui, pouvez, bonsoir, mais j'ai rédigé ma question sous la forme d'une remarque dans le chat. Voilà. vous pouvez nous la donner là, nous la poser. Ma question était de... Je me demandais si la difficulté à l'heure actuelle pour toute personne en position d'éducation n'était pas qu'on confond l'arbitraire avec l'interdit et que dès lors, dans cette confusion, plus personne n'ose prendre la place de celui qui représente l'interdit et qui pose l'interdit. Voilà, c'était ça un peu ma question. À la fois une question et une remarque ou une réflexion. Voilà. Merci. C'est c'est vrai que c'est tout à fait pertinent, hein. C'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire que effectivement, l'interdit est délégitimé parce qu'il est présenté comme arbitraire par ce discours. Alors qu'il y a certainement des interdits arbitraires, hein, mais il y a des interdits qui sont légitimes pour favoriser le développement de l'enfant. Et c'est toute la différence. Et vous avez raison d'insister sur cette distinction, cette confusion entre arbitraire et interdit. Et, et juste une sous-question, est-ce que dès lors, c'est pas ça qui explique que de moins en moins de personnes se postulent à des postes de responsabilité? Enfin, moi, je suis médecin et on voit ça du côté des hôpitaux. On commence à avoir de la peine à recruter des chefs de service, des gens qui accepterait d'occuper cette position de celui qui, en tout cas, pose un cadre, ouais, et qui prend une responsabilité. Ouais. C'est intéressant comme remarque, hein. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le désinvestissement des métiers, du travail social, du soin et de l'éducatif. Ces postes à forte responsabilité qui apparaissent contestés aujourd'hui et qui ne correspondent pas au sujet néolibéral, qui est un sujet consommateur qui doit jouir de la vie et des produits qu'on lui propose ou des services qu'on lui propose. Et la prise de responsabilité ne se situe pas dans cette logique. On est plutôt dans une logique qui peut être une logique citoyenne, mais qui peut être aussi une logique évidemment de pouvoir, mais qui est sans doute a tendance à être désinvesti aujourd'hui, en tout cas d'une façon relativement importante l'ensemble du public. Oui. Merci. Bon. Nous remercions tout le monde hein, pour votre participation. Euh, Apparemment, il y a Pascal Vidal qui souhaiterait aussi prendre la parole juste avant qu'on close. Oui, bonsoir. Merci pour cette réflexion. Vous parlez de déresponsabilisation, mais vous avez dit aussi quelque chose qui paraît important, c'est si je lui interdis quelque chose, il ne va plus m'aimer. C'est-à-dire que être en position de responsabilité de médecin ou de n'importe quel, je vais appeler la première ligne, c'est prendre aussi ce risque de paraître ne plus être aimé, c'est-à-dire être le réceptacle des frustrations de celui qui va pas pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire et notamment ce que je lui interdis. Et est-ce que vous avez eu une analyse de ce côté-là? C'est pourquoi il y a eu un repli, c'est-à-dire je ne veux pas être sur cette ligne-là. Quand on demande à un enfant de 4 ans, est-ce que tu es d'accord pour aller te coucher? Il y a quand même quelque chose de l'ordre de demander à l'enfant de prendre une responsabilité et un risque que moi, je ne veux pas prendre. Oui, c'est une remarque pertinente hein, que celle que vous faites. Euh, Effectivement, la question du lien affectif et de la prévalence de l'affectif dans la relation éducative, elle est extrêmement importante et elle interroge. Ça renvoie d'ailleurs à la question de la frustration. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui n'accepte plus la frustration. Ça.
Et la frustration est impliquée dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire que éduquer un enfant, c'est évidemment lui permettre d'avoir un certain nombre de plaisirs et de bien-être, mais c'est aussi lui apprendre la frustration pour être capable de vivre dans un cadre social, dans les relations avec les autres, et ne pas répondre à son seul désir. Donc on est globalement dans une société dont la logique interne et la logique marchande et la logique du consumérisme est de dénier la frustration, puisque le discours social, et notamment le discours publicitaire qui est devenu omniprésent, ne fait que présenter des nouveaux objets du désir et susceptibles de produire de la jouissance. Et là, on est vraiment en contradiction avec la dimension citoyenne et démocratique que doit porter aussi la société. Donc, il y a une tension très forte, je trouve, dans la société contemporaine entre la logique démocratique et la logique marchande, et ça investit le secteur de l'éducation. Donc, merci pour votre remarque. Merci à vous. Nous allons conclure ce lundi des res. Merci de votre attention. J'espère que cette présentation vous a inspiré et donné l'envie d'approfondir votre réflexion. Donc pour cela, vous pouvez vous procurer l'ouvrage en librairie ou directement sur notre site internet. Je vous mets le lien dans notre chat. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Au revoir à toutes Merci. et tous. Alors, merci à vous, Owen, de votre participation. Alors, je ne sais pas si RS, tu m'entends, Claude? Oui, je t'entends. Oui. Je ne sais pas si RS va Je ne sais pas, je me demandais aussi. Sylvain, est-ce qu'on fait un bilan? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu après? Non, pas particulièrement, mais si vous souhaitez qu'on fasse un bilan, on peut Ben, organiser une autre session Zoom pour bilanter tout ça. il n'y a pas un coup à boire Ça, c'est une bonne question. Et l'apéro, alors? et l'apéro. Facile. C'est ça qui est frustrant dans la visio quand même, hein. Voilà. On peut pas faire la fête après. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. De même. À Allez, bientôt, au Jean-Claude, revoir à Gérard, au bientôt. revoir Daniel. Sylvain, je vois qu'il y a un certain nombre de questions écrites, hein, qui sont affichées là sur le. Est-ce que vous pourriez me les faire passer? Pas de souci. Hein, et comme ça, j'en vois plusieurs et c'est intéressant. Il y a même un nouveau message qui vient d'être posté. OK. Merci, chers amis, et comme on dit, à une prochaine fois.